ces pistes qu'il faudrait emprunter, là encore, ce sont des chantiers que je me propose d'ouvrir avec vous, ou pour que vous les ouvriez vous-même et que vous y alliez vous-même. On pourrait imaginer qu'il faudrait d'abord fabriquer une éthique minimale et considérer qu'il faut récuser tout ce qui est phallocratie, misogynie, homophobie, antisémitisme, bellicisme et colonialisme. Car il y a des traces de tout ça chez certains anarchistes, et ce sont des traces indéfendables. Il n'est pas question de contextualiser en disant l'antisémitisme de Proudhon, ça se comprend, c'est avant Auschwitz, tout le monde l'était, c'est un anti-judaïsme de l'argent qui, etc. Non, ça n'est pas défendable. Point à la ligne. C'est pas défendable, point à la ligne. C'est la même chose avec la misogynie de Proudhon. Elle n'est pas défendable. D'autant qu'à l'époque, vous avez des gens qui sont féministes. Je songe à Fourier. Et Fourier qui veut que les femmes aient droit à la sexualité, au plaisir, à la jubilation, soient dans une logique d'égalité totale avec les hommes, qu'on puisse les considérer autrement que comme des épouses ou comme des mères. Donc vous dites, quand un Fourier existe, pourquoi un Proudhon devrait-il être défendu quand il est indéfendable? Donc il faut effectivement une éthique minimale qui soit soucieuse d'écarter tout ce qui est indéfendable, tout ce qui fait à peine débat. À peu près tous d'accord sur cette idée que ni l'antisémitisme, ni le bellicisme, ni la phallocratie, etc. ne sont des idées défendables. Il faudrait également écarter tout ce qui relève d'un contexte daté, c'est-à-dire faire de l'histoire, et arrêter d'être dans la mythologie anarchiste. Faire de l'histoire, c'est-à-dire considérer qu'un penseur, c'est quelqu'un qui produit une vision du monde qui est en relation avec son temps, avec son époque. C'est une vérité de la palisse, mais on est obligé de la redire. Le structuralisme ayant fait beaucoup de mal, cette idée qu'un auteur, une pensée, c'est d'abord un auteur c'est d'abord un corps, c'est d'abord quelqu'un qui est engagé dans un temps, dans un siècle, dans une époque, et que tout ça interagit. Et qu'à l'évidence, la pensée de Bakounine ou la pensée de Kropotkin, ce sont des pensées qui ont en ligne de mire la Russie tsariste. À l'évidence, on ne peut pas imaginer qu'ils auraient pu faire l'économie de l'histoire et qu'ils aient pu penser dans le ciel des idées, produire des concepts qui seraient des concepts susceptibles d'être détachés de la réalité pour en faire des espèces d'idées pures avec lesquelles on pourrait jongler aujourd'hui. C'est sans intérêt d'être dans ces logiques déshistorisantes. Il faut considérer qu'un certain nombre de pensées sont des pensées qui procèdent d'une histoire qui n'est plus et dont il faut faire l'économie. C'est le matérialisme dialectique de Marx. Le matérialisme dialectique est mort de ne pas avoir été dialectique, d'avoir oublié qu'il était plastique, mouvant, susceptible de changer, et que le réel changeant, il faut que le matérialisme change lui aussi pour pouvoir saisir un nouveau monde, capter un nouveau monde et éventuellement attaquer ce nouveau monde. Donc il faut une dialectique, une plasticité qui suppose que nous puissions écarter tout ce qui relève d'un contexte daté. Je vous disais tout à l'heure que cette espèce de haine de l'État, qui semble un des lieux communs de l'anarchisme, a pu être légitime dans une époque où l'État n'était que l'instrument de domination des forts sur les faibles, des possédants sur les dépossédés, de la bourgeoisie sur le prolétariat. On peut effectivement imaginer qu'on puisse en avoir contre l'État, quand vous avez des gens qui, parce qu'ils sont patrons, banquiers, notaires ou ce genre de choses, peuvent légitimement voler ou spolier, alors que quelqu'un qui meurt de faim et qui va voler de la nourriture pour nourrir sa famille risque le bagne, les galères ou la déportation dans des bagnes. Donc l'époque, c'est tout de même ça. Vous avez des gens qui ont fait des années de bagne pour avoir volé du pain au XIXe siècle, et qui se sont retrouvés récupérés par la police, jugés par des magistrats. Et on peut effectivement imaginer que les juges, les avocats, les magistrats, tout ça, ça procède d'une même machine qui est détestable. Mais nous avons changé de configuration historique, même s'il reste évidemment un certain nombre d'occasions de ne pas aimer un État qui serait à la solde des pouvoirs, qui serait à la solde des dominants, à la solde des puissants, on est bien d'accord. Il faudrait aussi en finir avec la prégnance du schéma chrétien. Il y a un schéma chrétien qui impose ses formes et ses forces à ceux qui ne sont pas chrétiens non plus. C'est-à-dire on se croit athée, on se croit agnostique, on se pense agnostique, débarrassé du christianisme, et on a un certain nombre de schémas intellectuels qui renvoient à la parousie, à l'apocalypse, au millénarisme, à la fin des temps, au paradis sur terre, ou à un certain nombre de positions qui sont assez singulières. Vous auriez un péché originel, par exemple la propriété privée, qui pourrait être rédimée, sauvée par la Révolution. Il vous suffirait d'une révolution prolétarienne pour que l'abolition de la propriété privée puisse vous permettre de retrouver l'Éden primitif.
espèce de bonheur que nous aurions connu avant la propriété, vieux schéma rousseauiste. Vous avez avant la propriété un bonheur absolu, et puis la propriété, le début des malheurs. Donc on supprime la propriété, on restaure l'état de bonheur ancien et on fabrique le paradis sur terre. Idée dangereuse, idée catastrophique, idée religieuse. C'est une idée avec laquelle on risque de faire justement des massacres, des victimes, une idée avec laquelle on va faire couler le sang, à l'évidence, parce qu'il y aura des orthodoxes, des hétérodoxes, des conciles, des Vaticans, l'équivalent des Vaticans, des pouvoirs, des puissances ou ce genre de choses. Donc se défaire, se débarrasser du schéma chrétien. Je le disais un petit peu il y a quelques secondes, se débarrasser également du schéma rousseauiste. L'idée que nous naîtrions bons et que c'est la société qui nous rendrait mauvais. On se dit, mais la société, elle est faite par les hommes. La société, elle est mauvaise, mais elle est faite par des hommes bons. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Comment se fait-il que des hommes bons aient pu créer quelque chose de mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que du bon sorte du mauvais? Et puis, vous avez la propriété. Premier homme qui s'avisa de dire, enfin, vous connaissez ce texte de Rousseau, on plante une barrière, on dit « ceci est à moi », et c'est le début de la fin. Donc évidemment, on a la solution, puisque l'origine du mal, c'est la propriété, la fin du mal, c'est l'abolition de la propriété. Non, le mal n'est pas une affaire de propriété, le mal est affaire d'individualité, de subjectivité, d'âme humaine, disons-le comme ça. L'éthologie nous apprend aujourd'hui que nous sommes évidemment des animaux et qu'il reste dans notre chair un certain nombre de passions, de pulsions ou d'instincts qui ne changeront pas et qu'un changement de société ne modifierait pas. Donc il faut en finir avec l'idée d'une nature humaine bonne, définitivement bonne, d'une société qui corromprait cette nature, et d'une bonne société qui permettrait de produire un homme nouveau, avec une existence dans laquelle toute négativité aurait disparu. Vous n'auriez plus de prison, de police, d'armée, vous n'auriez plus de méchanceté, on ne violerait plus personne, il n'y aurait plus de misère, plus d'exploitation, etc. En finir avec ce schéma dangereux. Nous n'en finirons jamais avec la négativité qui est une composante essentielle de la réalité.